Bonjour, Bonjour. Bonjour. bienvenue à la rediffusion de notre conférence qui a eu lieu le mardi 1er décembre. Nous sommes WDSTR pour web designers et web développeurs à Strasbourg. On est une association locale pour tous les travailleurs du web à Strasbourg. On inclut aussi les ergonomes, les gens qui travaillent dans le SEO. On est là pour se faire rencontrer les différents travailleurs, mais aussi pour le partage de connaissances. D'habitude, on organise plutôt des conférences IRL ou des apéros plus sympas dans les bars. Cette année, on a changé notre programme. On va faire uniquement des événements virtuels. On va vous proposer des conférences comme celle qui va suivre, mais aussi des ateliers qui auront lieu avec un intervenant qui sera là en live pour vous apprendre des petites choses. N'hésitez pas, si vous le pouvez, à partager cette vidéo pour nous faire connaître. Merci et bonne vidéo. Oui, donc nous allons maintenant laisser la parole à Philippe qui va nous parler de l'innovation en long et en large. Et bien, on va ensuite se retrouver suite à cette conférence pour une session de questions-réponses. Et bien, je vous laisse avec Philippe. Bonsoir, bienvenue à ce WDSTR en distanciel. Premier événement de conférence à distance, on teste le concept et du coup, moi c'est Philippe Rosaire, donc je suis UX designer au sein d'Impact Positif, qui est une agence qui est spécialisée en accompagnement de conception centrée utilisateur. Et je viens vous parler ce soir en fait d'innovation et de ce qu'elle peut apporter ou si elle pourra effectivement sauver le monde. Qu'est-ce que l'innovation ? C'est un terme qu'on entend beaucoup. On parle essentiellement en fait, de recherche constante d'amélioration de l'existant. Et dans des domaines variés, en économie, on parle plus de conception d'un nouveau produit, d'un service, d'un processus de fabrication. Alors qu'en ingénierie, on va parler effectivement de la capacité à trouver des solutions à des problèmes complexes. Donc c'est aujourd'hui, ça touche beaucoup de domaines. Et tout le monde l'utilise un petit peu, parfois à mauvais escient ou un peu pour simplement dire on fait une nouveauté. Mais est-ce que cette logique d'innovation est toujours une bonne idée ? C'est ce que je vous propose de définir avec moi. Alors, j'avais vu ça sous mode interactif, donc en mode présentiel c'est différent. Donc est-ce que la trottinette électrique, c'est à votre avis une bonne ou une mauvaise innovation ? Donc il y a une étude en fait au niveau de Paris pendant l'année 2019 qui a mesuré finalement les usages, et dans cette étude il est ressorti que la trottinette électrique, par rapport à un véhicule automobile, forcément, c'était moins impactant, mais ils se sont rendus compte en fait qu'il n'y avait que 7% de la population des automobilistes, enfin des utilisateurs de trottinettes qui venaient en fait qui étaient automobilistes avant. Ça veut dire que les 93 autres pourcents viennent d'autres modes de circulation et du coup pouvaient être utiliser les transports en commun, le vélo ou les piétons. Donc l'impact était plus important finalement dans cette innovation. Une autre innovation dont on peut profiter ce soir pour se voir, c'est Internet. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise innovation ? La question n'est pas forcément simple à répondre. Parce qu'on peut y voir le côté production de tous les terminaux avec les métaux précieux, rares qui sont nécessaires, tout l'ensemble de la chaîne de production, le renouvellement régulier en fait de ces terminaux et la course finalement là-dessus qui sont nécessaires. En même temps, Internet a permis de rendre visibles des personnalités comme Greta Thunberg qui ont une incidence forte qu'elle n'aurait pas pu avoir sans Internet. De même, on peut y voir un côté positif sur le côté, on peut travailler à distance, donc éviter tous les trajets, se faciliter la vie et moins consommer d'énergie aussi pour aller se rendre sur son lieu de travail. Mais justement, l'électricité est une des clés aussi d'Internet. Et aujourd'hui, la production d'électricité est de plus en plus sollicitée
par les data centers, par l'augmentation de stockage qu'on peut avoir en fait de toutes nos données. Alors, en face de ça, on va avoir Facebook, par exemple, qui a fait réaliser des investissements spécifiques pour produire de l'électricité, donc avec un parc solaire pour créer de l'électricité. Donc ça reste quelque chose de favorable finalement pour ça. Est-ce qu'il l'aurait fait est-ce que ça aurait été créé sans Internet? On ne sait pas. De même, la question de crypto-monnaie, on peut se poser la question aussi si ce que ça représente aujourd'hui comme impact, vu que c'est basé uniquement sur du calcul informatique qui nécessite du coup de l'investissement énergétique fort. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire effectivement sur Internet. Autre innovation, le ticket de caisse électronique. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise innovation? Parce que finalement, on pourrait se dire il y a du pour et du contre. Effectivement, le ticket de caisse papier, au départ, était traité avec du bisphénol A qui a été converti après en bisphénol S ou F, mais qui est quand même relativement moins dangereux que le bisphénol A, mais ça reste effectivement dans un impact important. Côté papier, on est sur une utilisation quand même de 150 000 tonnes de papier par an, juste pour la France. Et le ticket papier, comme il est trop petit, en fait, il n'est pas recyclable. Et avec le traitement de bisphénol, en fait, il n'est pas recyclable. En face, si on fait du stockage de tickets de caisse électroniques, quelle durée, combien de temps est-ce qu'on va conserver, comment ça va se passer? Est-ce que c'est pas plus dangereux de dire finalement tout le monde va les conserver encore plus longtemps et ils vont jamais être détruits non plus? C'est une étude avait analysé justement que tout dépendait en fait du temps de lecture des tickets de caisse. Donc ils étaient basés sur la logique que il fallait que le ticket de caisse soit lu moins d'une demi-heure en mode électronique pour que ça ait une incidence moins forte en fait que le ticket de caisse papier. Mais ça tout dépendait après de la durée de conservation aussi de chaque ticket de caisse. Et on pourrait imaginer d'autres solutions d'innovation comme passer sur du papier recyclé, mais ça voudrait dire modifier l'ensemble du parc en fait d'imprimantes, parce que c'est une impression différente en fait qui serait nécessaire. On pourrait aussi imaginer en fait d'avoir une impression à la demande pour éviter d'avoir des impressions qui ne sont pas nécessaires et réduire justement finalement ces impacts. Ce que je voulais vous amener en fait, c'est se poser la question de la responsabilité. Une innovation, ça peut être positif, ça peut être négatif, c'est jamais tout blanc ou tout noir, mais ça apporte beaucoup de questions. Et ces impacts peuvent être directs ou indirects. Ils peuvent prendre énormément de formes, que ce soit sur sociétal, sur la modification des usages, je vais y revenir, et sur les questions environnementales, avec l'exploitation de ressources pour la production potentiellement de cette innovation, voire créer des déséquilibres d'écosystèmes complets. Si on met un barrage hydroélectrique par exemple en place, ça va condamner une partie de la faune, de la flore, voire des habitations dans un lieu. Ce n'est pas anodin. Ça peut avoir aussi des impacts sociaux sur l'accessibilité à tous en fait de l'innovation. Est-ce que tout le monde peut en profiter, ou est-ce qu'elle est réservée par certains critères de tarifs à une élite? Ça peut générer du communautarisme. Est-ce que je suis sur Facebook et du coup j'ai accès, ou je n'y suis pas? C'est aussi des impacts forcément économiques, avec potentiellement la création, mais aussi la destruction d'emplois. L'innovation qui enlève un travail difficile pour les êtres humains. Ça va être, on peut voir ça comme d'un point de vue positif, mais en même temps, les personnes qui avaient été sur ces emplois, ça veut dire qu'il faut qu'elles retrouvent un autre emploi. Et il y en a encore beaucoup des critères. Ce que je peux vous donner comme exemple, c'est par exemple le cas d'Uber, qui a eu un réel impact sur la circulation, notamment à New York au démarrage en fait, parce que finalement ça a créé des embouteillages monstres entre les nouveaux véhicules qui circulaient en plus, le blocage des taxis. Ça a créé un sacré chantier au départ. On peut se poser la question aussi des impacts d'Airbnb sur les tarifs immobiliers, ou finalement des biens qui étaient vacants, qui auraient été loués ou revendus,
sont utilisés pour des locations courte durée, donc deviennent plus intéressants sous cette forme-là. Donc modifie complètement en fait, le marché d'emploi dans certaines zones, le marché immobilier dans certaines zones. Et parmi tous ces critères, il y a le critère de facteur climat, dont on entend beaucoup parler. On entend surtout parler sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'on exprime en équivalent tonnes de CO2, qu'on entend vraiment beaucoup parler, mais c'est un critère, c'est pas le seul. Il y a d'autres critères en fait à prendre en compte, comme la biodiversité, l'impact sur l'eau, la production de déchets ou l'acidification des océans. Tous ces critères en fait sont tout aussi importants finalement que les gaz à effet de serre, mais sont beaucoup plus difficiles à quantifier, à mesurer, pour voir finalement l'impact réel de l'innovation. Aujourd'hui, dans les accords de Paris, pour 2050, en fait, on est censé réduire donc, ces gaz à effet de serre sur lesquels on peut mesurer facilement les choses, drastiquement, donc de passer de 11 tonnes équivalent CO2 à 2 tonnes. Donc c'est par an. Et aujourd'hui, si on voit ça du côté individuel, des études ont été menées par Carbone 4, là en l'occurrence, pour parler effectivement des changements de comportement qu'on pourrait attendre de l'ensemble de la population française. Et si l'ensemble de la population française faisait des changements importants, des changements vraiment très importants, on pourrait arriver en fait à une diminution de 45% en fait, de l'ensemble des gaz à effet de serre. C'est une estimation qui est sur une base théorique. On ne pourra jamais, en étant rationnel, aller sur une diminution aussi importante. Il faudrait plus tabler sur une logique en fait, de 20% en fait, sur le mode individuel, parce qu'il y aura toujours plein de variations, et le changement de comportement individuel ne sont pas forcément aussi simples à mettre en œuvre que ça. Mais ça veut dire qu'en face, on a quand même environ 60% en tout cas de la base à réaliser qui reste en fait à faire, qui est prise en compte en fait par les entreprises et par l'État. Donc ça veut dire que toutes les entreprises ont un impact en fait à faire ou à gérer et à réduire effectivement leur importance en fait au niveau des effets de serre, des gaz à effet de serre, pardon. Donc ça veut dire que c'est des entreprises dans lesquelles tout le monde travaille, et donc tout le monde va pouvoir effectivement avoir un impact. Donc on peut changer les choses, et quel que soit son rôle en fait, on va avoir un impact en fait sur les produits, les solutions concrètes. Mike Monteiro en parle très bien dans une conférence qui s'intitule How Designers Destroy the World. Il explique effectivement le côté n'importe quel designer au sens concepteur, que ce soit développeur, graphiste ou n'importe quoi, on participe tous à quelque chose qui peut avoir des impacts très dangereux ou très positifs sur les populations qui vont être confrontées en fait à l'innovation qu'on va mettre en place, ou le produit ou la solution. De même, Geoffrey Dorn en parle aussi très bien sur le côté design et effectivement de l'impact des visuels en fait que ça peut avoir. J'ai mis en regard de ça en fait une photo d'une plage à La Réunion sur laquelle j'ai jamais été. Et comment j'ai eu cette photo? À un moment donné, moi, je l'ai retrouvée dans mes photos perso sur ma Dropbox. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais comment ça se fait? Ah oui, mais en fait j'ai fini par comprendre derrière que effectivement j'ai une copine qui est à La Réunion, qui là-bas, qui en profite manifestement bien, et qui m'avait envoyé cette photo sur WhatsApp. Et du coup, j'ai remonté les choses pour comprendre que, oui, par défaut, WhatsApp en fait enregistrait automatiquement les photos dans ma bibliothèque de photos, que moi je synchronisais avec ma Dropbox pour éviter de perdre des choses effectivement qui m'importaient. Et ce choix-là, en fait, je ne l'avais pas forcément vu, je ne l'avais pas imaginé, mais ça veut dire qu'à chaque fois que je suis sur un groupe avec
Quelle que soit la famille, les amis ou des parents ou n'importe quoi ou des associations, dès qu'il y a une photo en fait qui est balancée dessus, que ce soit pour une connerie ou tout, bah, si potentiellement elle est démultipliée par une quarantaine de personnes qui elles-mêmes les sauvegardent ou n'importe quoi, ça fait autant d'impact derrière que ça va avoir. Petit disclaimer, donc oui, personne n'est parfait, je le reconnais tout à fait, même si je suis là aujourd'hui pour vous parler d'innovation, de responsabilité et tout, vous mettez en face de jeux de société, moi je craque complètement, c'est quelque chose sur lequel je vais avoir je vais faire moins attention aux impacts. Mais voilà, personne n'est parfait. Et de même, impact positif, c'est vrai qu'on travaille effectivement à distance, on est réparti un peu sur le Grand Est, c'est pas toujours facile. Et on a la vocation aussi de travailler sur tout le Grand Est, alors qu'on pourrait travailler plus localement. Oui, donc personne n'est parfait. Donc ce n'est pas pour autant qu'on n'essaye pas de s'améliorer. Ma confiance en un mot, je pourrais la résumer avec cette image. Donc non, je ne pense pas que l'innovation va sauver le monde. Je pense après que, comme nous l'avait dit notre président M. Macron sur la question de la 5G, que l'innovation, en fait, on ne peut pas la refuser. Enfin, c'est pas parce qu'on refuse l'innovation qu'on est forcément amiche, parce que l'innovation n'est pas bonne en soi. C'est l'usage qu'on va en faire et ce qu'elle amène effectivement et les impacts qu'elle va avoir autour. Mon objectif aujourd'hui finalement c'est d'ouvrir un peu le débat, d'en discuter avec vous aussi parce que je pense que chacun a son éthique. Si quelqu'un est vegan et veut absolument pas manger de tuer d'animaux pour aller manger, s'il va confronter son éthique à une personne qui est un éleveur et qui prend vraiment soin de ses animaux et compagnie, mais qui les chouchoute et tout, forcément leur vision éthique est différente. Il faudra effectivement réussir à en discuter. Donc l'autre objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de planter une graine, de se dire tiens, se poser la question de qu'est-ce que je peux faire effectivement, est-ce que les innovations auxquelles je participe ont du sens, sont responsables, est-ce qu'elles mesurent effectivement tous les impacts autour qu'elles génèrent, et d'amener une démarche positive, parce que 20% c'est déjà mieux que rien. Donc si je peux faire un effort, si je peux faire effectivement quelque chose et faire attention à apporter ma pierre à l'édifice, ce sera toujours mieux que rien du tout. On n'est pas sur une démarche de dire il faut absolument être éthiquement, environnementalement et compagnie responsable à 100%, c'est très compliqué, ça reste héroïque comme je le disais tout à l'heure, mais chaque pierre compte. Et donc, comment changer les choses? Et justement, c'est notre boîte à outils. Donc, la première logique que je vous dirais, c'est sorti dans un article sur Forbes, sur les 4 axes en fait. De dire, le premier axe, c'est d'avoir une intelligence collective, donc c'est de mettre des petites équipes pour résoudre des problèmes. Donc, on n'est pas obligé d'être plein de personnes, mais de réussir à travailler ensemble à la résolution des problèmes pour avoir tous les aspects et toutes les idées qui peuvent venir derrière. Ça, avoir une forme d'innovation frugale, c'est fonctionner comme une start-up quelque part, parce qu'une start-up, même s'ils n'ont pas de gros budget, ça ne va pas les empêcher non plus d'amener des innovations importantes et de bousculer en fait les industries qui sont déjà en place, parce qu'ils ont les idées et la volonté. Troisième axe important pour nous, c'est de mettre l'expérience client au cœur du dispositif, parce que effectivement, si vous concevez une innovation faut qu'elle réponde à des besoins et qu'elle se concentre sur les solutions qui répondent vraiment à ces besoins. Donc, allez voir les utilisateurs, c'est eux qui ont les clés effectivement de ça et qui seront vos premiers clients au bout. La quatrième étape, axe, c'est de mettre un esprit maker en fait dans tout ça. C'est de dire une idée c'est bien, une innovation pourquoi pas, mais testons-la. Allons tester sur le terrain, la mettre en face en fait de la réalité, de faire un prototype, le tester, l'imaginer effectivement ce que ça peut donner. Un des préceptes que je propose, c'est de donner le choix.
L'innovation, pour moi, ne doit pas s'imposer. Quand on parle des lampadaires de ville, oui, effectivement, la disparition du métier des personnes qui allumaient et éteignaient ces lampadaires est un impact. En même temps, aujourd'hui, on n'a pas le choix de dire c'est le lampadaire qui est devant chez moi, il est allumé ou il n'est pas allumé. Ce qui veut dire que parfois, on est très content parce qu'on peut rentrer tard le soir et du coup ne pas être finalement dans quelque chose de totalement sombre et prendre des risques ou n'importe quoi. Mais en même temps, parfois, ça empêche certaines personnes de dormir parce que du coup, il y a trop de lumière. Mais il n'y a pas de choix qui est donné. On pourrait imaginer des solutions avec qui répondent à une globalité de personnes. Il ne faut pas voir effectivement l'intérêt individuel dans ces cas-là, mais un intérêt majoritaire. Avec peut-être des innovations comme des lampadaires qui s'allument en fonction des mouvements ou qui détectent à une certaine distance effectivement pour permettre effectivement des choses qui soient moins consommateurs d'énergie et en même temps qui respectent effectivement la logique de nécessité, de besoin en fait, des utilisateurs. Un des autres préceptes pour valider les innovations, c'est de valider l'utilité. Est-ce qu'un test de grossesse électronique est une bonne ou une mauvaise innovation? Et on peut se poser la question. Des bidouilleurs en fait, sur Internet avaient commencé à démonter un test et pour se rendre compte en fait que finalement c'était qu'un habillage plastique et des composants électriques par rapport à une bandelette papier classique. Donc l'impact là-dessus était effectivement beaucoup plus important sur le tarif, sur l'environnement, parce que toute la conception, toute la partie production en fait des composants électroniques et du plastique avait forcément un impact. Et en même temps, la polémique que ça a généré a aussi fait réagir des personnes sur le côté oui, mais les tests papier représentaient en fait 25% d'erreurs de lecture pour des personnes qui étaient juste sur le test papier. Donc, est-ce que ça vaut effectivement le coup par rapport aux impacts et par rapport à l'utilité en fait que c'est généré derrière? Un des autres concepts à bien intégrer pour les innovations, c'est de valider en fait l'accessibilité. Alors, est-ce que si je parle de A11Y par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est le terme accessibility en anglais qui réduit effectivement les 11 lettres en fait d'accessibility qui sont mis comme ça. Mais je parle déjà du coup à des initiés qui savent effectivement ça. Donc je ne suis pas accessible en mettant le terme A11Y. L'accessibilité, ça passe aussi par la diversité. Donc c'est choisir effectivement les images, les supports et les archétypes qu'on peut voir parfois sur certaines promotions publicitaires de visuels qui font des caricatures de personnes. C'est aussi des questions de performance. Aujourd'hui, on a des réseaux qui nous permettent d'aller de plus en plus vite et donc d'accéder de plus en plus à des informations sur Internet. Et pour autant, on n'a pas l'impression que les sites vont beaucoup plus vite. Oui, effectivement, en fait, les sites n'ont pas arrêté de grossir depuis. Ils accompagnent en fait la courbe d'augmentation de la performance. Aujourd'hui, en fait, on a dépassé pour un site moyen, en fait, le poids de l'installation complète du jeu Doom donc à l'époque. Donc on est quand même sur des choses qui deviennent assez aberrantes et il faut aussi prendre en compte effectivement cet aspect-là. De même, alors le côté optimisé pour Internet Explorer parlera peut-être à certains, c'est qu'on essaie d'ouvrir l'innovation, le service ou le produit qu'on propose à tous. C'est pas parce que je suis sur Internet Explorer que j'ai le droit d'avoir plus. Pourquoi? C'est assez accessible à tout le monde. En regard, je vous ai mis en fait une capture d'écran, donc ça c'est le login que j'avais à un moment donné sur l'application de ma banque en ligne. Oui, c'est le login, oui. Donc je n'ai pas accès en fait simplement à mes champs de saisie parce que leur interface n'a pas été pensée effectivement pour l'accessibilité. Donc c'est des choses à prendre en compte. Un des autres aspects que je peux vous dire sur des innovations, c'est de vraiment penser agile.
C'est imaginer l'idée, le concept que vous voulez mettre en place, l'innovation ou la solution, allez tout de suite la tester, rencontrer les utilisateurs, vérifier qu'il y a du monde en face, que ça va intéresser, qui va pouvoir l'utiliser, créer un prototype et retester au fur et à mesure pour se rendre compte des réalités du terrain, des choses qu'on n'a peut-être parfois pas imaginées effectivement lors de la conception. Et surtout, oui, mettre l'humain au centre, c'est un des préceptes qu'on a chez Impact Positif, parce que justement l'expérience et la satisfaction utilisateur sont le meilleur indicateur en fait finalement de l'intérêt de votre innovation. Si vos utilisateurs ne sont pas satisfaits, clairement il y a un souci effectivement à se poser sur l'impact de votre innovation. Et ça va aller jusqu'à la démarche personnelle, parce que finalement, les utilisateurs vont pouvoir valider vous comme pour vos produits, pour vos innovations, ou comme vous pour effectivement les innovations que vous validez par la consommation. Si j'achète tel produit, ça veut dire quelque part que j'accepte que c'est quelque chose qui est bénéfique, j'en prends en compte l'ensemble des impacts effectivement tout autour. Donc c'est aussi de montrer qu'on peut faire autrement. Parfois, on est sur quelque chose qui n'est pas... Enfin, donner l'exemple, en fait, de s'entraider, enfin voilà. Mais je prends l'exemple d'amis, en fait, que j'ai croisés à la boucherie, qui venaient, en fait, avec leurs récipients, en fait, pour prendre, en fait, leurs courses, en fait, derrière eux. Et leur approche était effectivement... simplement pour eux, logique, moi de me rendre compte, ah oui, mais en fait, prendre des récipients de vrac pour aller à la boucherie, oui, en fait, ça évite tous les déchets en fait, qui sont générés autour. Et oui, de le voir, en fait, m'a permis de me dire, pourquoi pas, et de le faire effectivement beaucoup plus régulièrement aujourd'hui. C'est montrer par l'exemple, sera toujours plus positif. Et je citerai aussi... dans une des conférences que Parimal Saital a donné à Paris Web, dont on a relayé en fait la conférence dernièrement dans les liens via les WDSTR, donc suivez les liens à peu près tous les vendredis normalement. Il disait Facebook needs you more than you need it, et je pense qu'à un moment donné, s'il n'y a pas de produit, il n'y a pas de quelque chose à acheter, c'est que c'est nous le produit, donc il y a peut-être des questions à se poser. Et aujourd'hui, vous allez me dire, est-ce que l'innovation est responsable? Est-ce que tous ces concepts-là, en fait, est-ce que ça marche? J'aurais tendance à dire que oui. Les exemples que je peux vous donner, c'est Patagonia, par exemple, qui a été créé en 1972 et qui continue d'exister, de fonctionner aujourd'hui, et qui a mis en place, en fait, le 1% for the Planet, qui permet justement de protéger l'environnement et qui intègre des entreprises en fait qui ont bien compris qu'à un moment donné, sans la planète, si on n'arrive pas à avoir quelque chose qui fonctionne, si on détruit tout, on ne pourra pas en fait continuer à vivre et à en profiter. Donc toutes ces entreprises reversent effectivement 1% de leurs bénéfices, le chiffre d'affaires, sur effectivement cet organisme. Donc ça représente 90 millions pour Patagonia, c'est des choses comme ça où oui, effectivement, ils sont conscients de l'impact qu'ils ont et ils en tiennent compte, et c'est pas pour autant que ça les freine dans leur activité. De même, on peut prendre l'exemple de Veja, donc, qui est une marque de chaussures qui coûte 5 à 7 fois plus cher à produire de base, parce qu'en fait ils ont fait le choix d'aller rechercher des matériaux, des matières premières en fait, sur lesquelles ils peuvent tracer totalement en fait l'origine et le traitement qui ont été faits, donc et les impacts qui sont derrière. Donc ce coût-là en fait est bien supérieur effectivement au niveau de la production, mais en fait comme ils ne font pas du tout de publicité, et ils ont enlevé toute cette part effectivement de publicité, ils sont capables de les vendre d'aujourd'hui au même tarif. Et c'est quelque chose qui fonctionne juste par le bouche à oreille justement. Donc c'est aussi un autre exemple de quelque chose qui fonctionne. Et sur quelque chose de moins numérique, je dirais, je peux vous parler de CADOG, donc, qui est un programme d'innovation par l'Institut Curie,
qui souhaitait élaborer une technique pour dépister en fait le cancer du sein, simple, peu invasive, pardon, et peu coûteuse. Et ils se sont rendus compte, ils ont testé ça avec des chiens, et aujourd'hui, ils ont 90% de réussite dans la détection du cancer du sein au bout de 6 mois de réussite de test. Donc, on est effectivement sur des exemples qui fonctionnent très très bien, c'est possible. Et après, la dernière réflexion que j'avais, c'était de se dire, aujourd'hui, comment faire, parce qu'il faut parfois effectivement changer le modèle. Aujourd'hui, un smartphone représente effectivement des impacts par sa production importants, mais c'est valorisé aujourd'hui par un opérateur téléphonique comme un bénéfice. C'est quelque chose qu'il a tout intérêt à en vendre de plus en plus parce qu'il va gagner effectivement quelque chose. Est-ce que c'est vraiment ce modèle-là qu'on veut avoir, ou est-ce qu'on n'aurait pas plutôt une logique de dire un smartphone a des impacts, donc il a un coût effectivement pour l'opérateur téléphonique, et l'opérateur téléphonique dans ce cas-là aurait beaucoup plus d'intérêt à faire durer les modèles, à faire en sorte qu'on puisse les réparer facilement, qu'il n'y ait moins de turnover en fait sur les smartphones. Ça nécessite de changer tout le modèle, mais je pense qu'effectivement c'est une réflexion importante à avoir. Voilà, j'ai terminé. On va donc pour passer aux questions-réponses en direct live. Merci à tous, et en attendant, je vous laisse avec une petite bande dessinée que j'ai beaucoup appréciée et qui me pose question sur notre place aussi à nous. Merci, à tout de suite. Ça fonctionne bien. J'espère que vous m'entendez. La question du télétravail, elle est, enfin, c'est pas une réponse de Normand, c'est compliqué parce que finalement, alors, ça peut être très intéressant, clairement, selon les typologies, les métiers, les possibilités déjà, parce que tout le monde ne peut pas faire de télétravail, c'est le premier aspect. Ensuite, le télétravail, ça dépend ce que ça représente aussi comme gain et comme perte, enfin comme gain ou comme perte d'énergie. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir quelqu'un qui se déplace, qui prend sa voiture, qui fait 50 bornes pour un aller et 50 bornes pour le retour, seul dans sa voiture. Ça n'aura pas du tout le même impact, effectivement, que quelqu'un qui est en transport en commun, qui fait un trajet beaucoup plus court, qui fait du covoiturage et compagnie. Par rapport effectivement au télétravail, il faut voir du coup qu'il y a une consommation énergétique qui risque d'être différente. Enfin, elle est délocalisée parce que c'est pas l'entreprise, mais dans la maison de la personne. Mais souvent, du coup, typiquement, on va faire un peu plus de vidéos, donc ça va consommer plus. Ça veut dire aussi avoir des impacts indirects, dire j'ai besoin de peut-être un matériel informatique qui me permet de faire du télétravail. Donc, est-ce que je renouvelle mon parc en fait en fonction? Donc, c'est très compliqué à juger aujourd'hui. C'est clair que dans le modèle de société et de ville qu'on a aujourd'hui, en fait, on se retrouve avec une centralisation très importante dans les villes d'énormément de personnes. Il y a une étude en fait qui avait été menée autour de Paris, où ils avaient imaginé de végétaliser la totalité des toits en fait et des immeubles de tout le Paris, et pour du coup apporter des cultures qui soient rentables effectivement derrière. Ça permettait de nourrir, je crois, entre 3 et 7% en fait de la population parisienne. Donc c'était totalement insuffisant, mais donc ça nécessitait forcément de faire venir encore des produits de l'extérieur. Donc oui, le télétravail peut être très positif. Ça dépend dans quel cas, ça dépend de ce qui remplace et ce que ça peut apporter aussi finalement derrière. Ok, merci pour ta réponse. Et d'ailleurs, pour continuer un peu dans cette voie-là, est-ce qu'il y a des études finalement sur, je vais encore utiliser le terme impact positif, c'est pas du tout volontaire. Oui, mais alors, ne t'inquiète pas, Alors, je précise pour ceux qui ne le savent, l'ont pas forcément vu, la société, quand je l'ai créée avec des amis, en fait, s'appelle Impact Positif. C'était pas pour avoir un gimmick partout, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement dans nos termes, sans le vouloir forcément. De messages subliminaux, sachez-le. Non, je voulais juste savoir, effectivement, si tu avais... Si tu connaissais des études qui allaient justement dans le sens de ce que nous fait économiser l'innovation aussi,
quel est l'impact positif des innovations par rapport au télétravail qui peut faire économiser du pétrole ou des études qui vont dans ce sens? C'est c'est extrêmement compliqué, j'aurais pas de réponse exactement là-dessus parce que je pense que chaque innovation va être différente et c'est finalement l'usage de l'innovation qui va porter en fait sa gradation en fait dans l'apport qu'elle peut avoir. C'est si tu parles d'innovation, ce que j'avais j'ai pas mis par exemple la voiture connectée, mais la voiture connectée peut être vue comme une innovation, en fait, en y réfléchissant sur la logique c'est des capteurs embarqués qui vont nécessiter d'avoir du trafic d'informations extrêmement lourd avec l'ensemble du réseau, avec tous les véhicules en fait qui sont derrière. En soi, c'est une innovation qui peut, elle peut faciliter les choses, mais si on se rend compte en fait du truc, au terme, ça devient du transport en commun, individualisé. Donc, est-ce que ça a du sens? C'est compliqué, il n'y a pas de réponse qui va dire oui ou non, l'innovation c'est bon ou pas, parce que ça dépend de chaque cas et de chaque usage en fait. Et aujourd'hui, apporter de l'innovation pour des livrons, est-ce que c'est une innovation ou pas? Tu peux te poser la question. Ça dépend du contexte dans lequel tu es, du pays, de plein de choses. C'est vrai que le terme innovation peut être un peu galvaudé avec ce genre de solution. Alors, je vais essayer de faire remonter encore des questions du chat. Alors, il y a un pseudo un peu compliqué, Mosedve, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui nous pose la question sur la problématique n'est-elle pas la perte de visibilité sur le coût véritable de nos objets de consommation? C'est effectivement, je pense qu'il fait référence, par exemple, aux batteries qui... Ah, oui. c'est cool, ouais. Voilà, je pense que c'est une référence aux batteries qui sont utilisées par nos téléphones ou autres objets numériques. Ça rejoint effectivement la question des téléphones et des opérateurs téléphoniques par rapport à leur placement effectivement là-dessus. Clairement, aujourd'hui, on ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente. On ne paye pas les impacts. Parce que la plupart du temps, en fait, les impacts sont externalisés, voire mis très loin. Si je prends l'exemple d'un véhicule électrique, aujourd'hui, on valorise ça comme étant effectivement quelque chose de très positif pour l'environnement et compagnie. En soi, oui, quelque part, ça peut l'être, parce que si on considère qu'on n'est plus sur l'utilisation d'énergie fossile, mais sur la production d'électricité, donc ça dépend déjà de l'origine de l'électricité, est-ce que c'est l'électricité verte ou pas, mais en fait ça déplace le problème parce que l'énergie qui est produite, si elle est produite avec des centrales à charbon, finalement c'est pas mieux. Et si on voit en fait les batteries en fait qui sont nécessaires au stockage en fait d'énergie dans ces véhicules-là, ça veut dire qu'on va creuser et rechercher des métaux rares en fait pour pouvoir avoir ces batteries. Donc on n'est pas forcément sur une logique effectivement qui est vertueuse de tous les côtés. Et pourtant ça part d'une bonne intention et c'est favorisé, quoi. Oui. Alors encore une question du chat. La question de la fameuse 5G qui est vraiment d'actualité, qui suscite beaucoup le débat. Donc, il y a Antonio qui nous pose la question tarte à la crème à la veille de la conférence citoyenne sur la 5G à Strasbourg. La 5G dispensable ou indispensable? As-tu un avis plus tranché? Alors, tu en as parlé un petit peu, j'ai vu, dans ta conférence. Mais est-ce que tu as d'autres éléments à apporter? J'ai un avis qui est très personnel. Je suis pas spécialiste en fait, complètement en fait de la 5G, de tout ce que ça peut apporter et compagnie. Pour moi, c'est des enjeux qui peuvent transformer effectivement les entreprises, des villes. Si ça améliore les choses, pourquoi pas? Mais si c'est passer à la 5G pour passer à la 5G, pourquoi en fait?
J'aurais tendance à dire que la 5G n'est pas forcément nécessaire, et je suis persuadé qu'il y a plein d'experts qui vont me dire de trouver des solutions ou des endroits sur lesquels ça a vraiment du sens, effectivement, et ça fait bénéficier, ça a une réelle innovation. Mais à qui ça bénéficie et qu'est-ce que ça coûte derrière? Si ça bénéficie à 3 personnes et que ça coûte en fait des millions, ou l'environnement dans lequel on peut vivre, et que demain en fait on sera plus autant sur cette planète à cause de ça. Moi j'ai fait mon choix. J'aurais tendance à dire je me passerai de la 5G sans pour autant aller pour l'option de dire on va vivre à la bougie. Il faut réussir à trouver le compromis entre tout ça. Et oui, il y a des choses sur lesquelles on est habitué en fait à vivre. On sera peut-être pas, ça sera difficile de revenir dessus, mais peut-être qu'on n'aura pas le choix à un moment ou à un autre. Donc autant se préparer effectivement et réfléchir à de quoi on a vraiment besoin. Oui, puis finalement, effectivement la notion d'indispensable ou pas, est-ce que ce genre d'innovations sont indispensables? C'est vrai que c'est la question à poser, si le rapport... quel va être l'usage de cette 5G? Je pense qu'effectivement, elle a forcément des vertus, mais dans quel cadre et à quel coût, quoi. C'est vrai que j'ai l'impression que des fois, ces questions-là sont un peu esquivées de la part de nos dirigeants, qui nous vendent ça comme... qui nous donnent pas vraiment le choix, finalement, de ces innovations. Et il faut voir aussi la différence que ça peut comporter. Nous, la question de la 5G existe effectivement en France aujourd'hui, en Europe. Qu'est-ce qu'il en est en fait dans d'autres pays? Peut-être qu'ils ne se posent pas la question de la 5G parce qu'ils se posent simplement la question d'abord en fait de pouvoir nourrir la population, de pouvoir gérer des choses, que le développement n'est pas du tout le même. On le voit effectivement typiquement avec tout le côté fibre et compagnie, c'est des problèmes de riches en fait quelque part. Clairement, puis des problèmes de riches qui ont des impacts sur la planète entière. Alors, d'autres questions. Au niveau du web, du numérique, quelles pistes pour un travail et des réalisations plus responsables? J'ai essayé de les donner dans la conférence. Oui. Après, pour moi, c'est tout ce qui est respect en fait de la qualité web en général et de l'accessibilité rentre là-dedans. C'est améliorer la performance en fait, de vos sites simplement. Vous y gagnerez aussi de toute manière en trafic, en visibilité et compagnie. L'accessibilité, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est l'ensemble des bonnes pratiques qu'on peut trouver chez Hopquast, sur des organismes de ce type-là, qu'on peut retrouver sur des conférences comme Paris Web. C'est juste, en fait, pour moi, la base du métier, mais effectivement, parfois qu'on oublie et qu'on met en dernière roue du carrosse dans les projets. Oui, donc je pense qu'il y a des mots-clés comme éthique, éco-conception, inclusif, responsable, effectivement, plein de choses qui sont appliquées dans les créations numériques aujourd'hui. Alors, est-ce que... Oui, on a encore des questions. Alors, Antonio qui te relance aussi sur le fait est que les applications ne sont pas là. Télémédecine, Smart City, Industrie 5.0, et qu'à l'heure actuelle, ça ne permettra que de regarder Netflix en 4K sur des écrans de 5 pouces. Donc ça, je pense que c'est encore en référence à Salut Antonio. Oui, les applications, finalement, ne naîtront peut-être qu'à l'apparition de la 6G. Donc, effectivement, il y a un décalage entre, des fois, les innovations. Donc, des fois, il y a des choses qui sont peut-être un peu trop en avance. Et la question de la télémédecine, par exemple, elle est super intéressante parce qu'aujourd'hui, se dire faire une opération d'un chirurgien qui opère à distance, c'est déjà quelque chose qui existe et qui a été fait. Effectivement, ça évite le déplacement de toute la personne, toute la logistique en fait qu'il peut y avoir derrière. Si la 5G facilite ça, oui, mais quel en est l'usage? Est-ce que c'est, est-ce qu'il y a tellement d'opérations en fait qui nécessitent ça? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt de la formation des médecins plus largement à investir plutôt que ces technologies-là? C'est là où l'innovation est un moyen et qu'il faut choisir aussi vers quoi, comment on l'utilise, mais d'où vient en fait les financements aussi pour ces innovations.
Oui, des fois, on a un peu l'impression que la télémédecine, par exemple, est juste un prétexte pour le déploiement de la 5G à l'échelle nationale, quoi. Disons que déjà, si on commençait à donner des financements aux hôpitaux et à la médecine en général pour avoir un traitement correct de nos patients, on a bien vu avec la pandémie, avec le confinement, ce que ça donne. Je pense qu'il y a quelques soucis à régler avant de mettre la télémédecine en place. Oui, c'est sûr. Alors, je me demande s'il y a peut-être ton micro qui frotte un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a des petites... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Là, ça va mieux. Alors, encore une dernière question pour l'instant. Existe-t-il des consortiums autour de ces questions spécifiquement dans le domaine du web? C'est-à-dire des consortiums autour de la question effectivement de l'éthique. Alors, honnêtement, je pense qu'il y a plein de choses qui existent. Sur le côté web, il y a pas mal de choses qui tournent autour de Green IT, qui existent sur le web, effectivement, qui essayent justement de promouvoir en fait des démarches pour limiter en fait l'impact du web et tout ce qu'on peut créer autour. Ouais, c'est la référence pour moi, effectivement, Green IT. D'accord. Je pense qu'il y en a d'autres, de plein d'associations qui essaient de travailler là-dessus, mais là, comme ça, je n'ai pas les noms. D'accord. Alors, y a-t-il des groupes de travail sur le sujet et des publications? Alors, peut-être que c'est un peu plus large. Je ne connais pas exactement sur quel point précis se sont posées les questions, mais est-ce que c'est peut-être des questions par rapport au PQuest ou est-ce que c'est un peu plus large? Est-ce que le spectre de la question est un peu plus large ou je ne sais pas exactement quel est le spectre de la question? Est-ce que là, du coup, je ne sais pas quoi te répondre. On va laisser du temps pour que la personne complète ses questions. Voilà, ça sera plus facile. Une question qui mériterait d'être un petit peu complétée parce que là, le spectre est un peu large. Oui, après, personnellement, moi, j'ai des questions sur quel est ton point de vue de tout ce qui est l'approche low-tech en termes d'innovation. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu en penses? Pour moi, c'est une très bonne approche, évidemment. On est exactement là-dedans. Après, on a justement testé avec un de nos clients en fait cette approche-là. Alors, c'est dans un contexte aussi où ça s'y prête. C'est pour Emmaüs Strasbourg en fait, qui se posait effectivement la question aussi d'aller plus loin dans leur démarche effectivement de réduction, de faire attention en fait à leur impact. Et donc, on a mené toute une réflexion avec eux pour mettre en place, réfléchir à ce qu'ils avaient vraiment besoin comme contenu que les utilisateurs attendaient, qu'est-ce qui était vraiment nécessaire pour déjà diminuer en fait la quantité des contenus, les supports en fait nécessaires. Tout un travail effectivement d'optimisation de la performance effectivement du site qui a été fait. On n'est pas allé jusqu'au bout complètement non plus de la démarche low-tech, parce qu'on peut très bien du coup ce qui avait été envisagé à un moment donné, c'était de dire on met un serveur en place directement dans leurs locaux et qui fonctionne avec du solaire. C'est la démarche optimum, et là, du coup, finalement, s'il y a une batterie, si à un moment donné le serveur n'a plus d'énergie, ça coupe et le site internet n'est plus disponible. C'est le choix ultime en fait du low-tech. Je pense que ça s'y prête effectivement. Effectivement, personne ne va aller forcément visiter Emmaüs, par exemple, pendant la nuit. Ils ne sont pas ouverts. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, je pense que ça peut s'appliquer. Après, effectivement, le low-tech, on pourrait faire du low-tech sur tous les sites en essayant déjà de réduire la performance, de faire un minimum attention à ce qu'on met en fait dans le site, en formant les personnes qui vont compléter, rajouter du contenu aussi sur les sites. Parce que quand je suis rédacteur et que j'ajoute une image qui fait 5 mégas sur mon site, finalement, ça veut dire que tout le monde va devoir passer ce temps de chargement, perdre le temps, effectivement. C'est de la perte, en fait, de satisfaction utilisateur
et en même temps de performance, et du coup, ça génère un stockage et une énergie beaucoup plus importante pour l'ensemble des personnes. Donc, pour moi, le site low-tech, il est valable dans tous les cas. Oui, l'image qu'on en a du site réduit avec des images qui ne sont pas belles et compagnie, c'est des choix aussi sur lesquels il faut effectivement essayer de trouver des concessions en fonction de chaque projet. Oui, bah, effectivement, je pense comme toi, et puis que effectivement, tous les acteurs de la chaîne de production d'un site web ou d'un objet numérique doivent être impliqués dans cette démarche, quoi. C'est dans la démarche, tu vois, quand je pense à des low-tech, oui, il y a toute la partie effectivement conception, réflexion de qu'est-ce qu'on met dessus, accompagnement, le serveur derrière. Si c'est pas de l'interne, il y a des hébergeurs aussi qui proposent justement en fait des hébergements alors, éco-responsables. Donc ils ont vraiment une logique effectivement derrière de dire bah c'est pas, enfin, c'est ce qui va coûter peut-être aujourd'hui un petit peu plus cher par rapport à d'autres hébergeurs qui vont moins faire attention à ces aspects-là. Mais dans la démarche, c'est exactement ce qu'on a fait en fait sur Emmaüs Strasbourg. Donc on a choisi l'hébergeur aussi en fonction de tous ces préceptes. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions sur le chat, je pense que tu nous as apporté beaucoup de réponses, en tout cas, sur le sujet. Cool. Je te remercie. Eh bien, écoutez, je crois qu'on va clôturer cette première conférence. Alors, je tiens à m'excuser auprès de l'équipe pour les légers problèmes de son qu'on a eu au début de la vidéo. Ben voilà, il faut savoir que c'était une première. J'espère que vous serez indulgents et que C'était un test et on voudrait justement bien recommencer. vous reviendrez les prochaines fois. Voilà, alors... donc, pour les prochains événements, bah, nous sommes aussi preneurs, hein, si vous avez des sujets de talk, de conférences et que vous êtes intéressé par les présenter dans le cadre d'une conférence WDSTR, bah, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, WDSTR essaie d'être encore actif en ces temps un peu compliqués pour les rendez-vous IRL. Donc, on essaie de dématérialiser au maximum nos actions, donc via ces conférences. Et n'oubliez pas également de nous suivre sur Twitter, sur lequel on partage des liens. Donc, toutes les semaines, donc on fait une petite sélection de liens, même une grosse sélection de liens qu'on juge pertinents pour toute la communauté web. Sinon, vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter, donc pour être au courant de tous nos événements, toutes nos actualités. Et puis, je vais terminer par le fait aussi donc, qu'on aura sûrement un événement en janvier. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Ça restera une petite surprise de rentrée. Et puis, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes. Portez-vous bien en ces temps un petit peu compliqués. Et puis, profitez bien de ces fêtes. Et puis voilà, je vous dis au revoir et à bientôt. Salut Philippe. Merci, à bientôt. Encore merci pour ta conf. Et puis, salut tout le monde.